Nous sommes extrêmement habitués à ces annonces d'attaques massives de la part de la Fédération de Russie, qui est en fin de compte celle qui dispose de plus de ressources dans cette guerre. Des attaques massives, oui, mais cette fois-ci d'une nature extrêmement surprenante. Certaines régions ont été attaquées bien plus que d'autres, et ici nous devons mentionner tout particulièrement la région d'Odessa. Mais le point clé de cette question n'est même pas la région choisie, mais plutôt les cibles à l'intérieur de celle-ci. Certaines cibles sont extrêmement surprenantes, puisque jusqu'à récemment, la Russie se concentrait uniquement ou principalement sur l'énergie. Mais maintenant, il s'avère qu'elle a décidé de couper à l'Ukraine la communication directe avec l'OTAN. La guerre prend définitivement une tournure plus grave. Et ce n'est pas tout. Ces attaques massives ont été menées avec une arme surprenante. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez effectivement découvrir de quelle arme il s'agit et quel danger elle représente pour l'Ukraine en premier lieu et pour l'OTAN de manière générale. Bien sûr également, ce qui s'est passé récemment dans toute l'Ukraine. Des attaques massives de la part de la Russie ont secoué tout le pays, mais surtout des cibles dans la région d'Odessa. Les forces russes ont lancé une attaque massive contre des cibles en Ukraine. Au cours de cette même nuit, plusieurs cibles ont été touchées dans la région de Petrovsk. Des groupes locaux signalent de violentes attaques contre une installation énergétique à Kassel. Un incendie s'est déclaré dans la sous-station et des interruptions de l'alimentation électrique ont eu lieu. Jusqu'ici, des cibles tout à fait habituelles. Les médias rapportent également des incendies et des coupures d'électricité à Koyrok, dans la région de Zaporizhia, où une réserve de militaires ukrainiens a également été détruite. Elle devait être transférée vers le front d'Areja, qui sera la prochaine localité de la région de Zaporizhia. Là où la Fédération de Russie finirait par avancer et où elle mènerait les combats les plus directs. Les autorités de Vesnitchansk, dans la région de Nikolaïev, ont également annoncé la destruction d'une installation énergétique. Il y a des interruptions dans l'approvisionnement en eau dans la région de Kharkiv. L'usine de mécanique et de forge d'Ozabaya a été attaquée où, selon les informations, du matériel était également réparé, le matériel blindé. Des explosions ont également été signalées dans la ville de Soumy et dans la région qui porte en fait le même nom. Ça c'est pour ce qui est du général, mais si l'on regarde plus en détail, on voit que vous regardez principalement ces images ici. Ce qui a été attaqué, c'est la région d'Odessa. Eh bien, il se trouve que la Russie n'intervenait pas tant que ça jusqu'au moment où l'Ukraine a été trop touchée. Ici, selon ce que vous préférez, le nez ou les couilles, selon ce qui vous plaît le plus. Il se trouve qu'avant le moment précis où l'Ukraine a commencé à attaquer les navires de la Fédération de Russie en mer Noire, la situation était plus ou moins sous contrôle lorsque cela a commencé à se produire, c'est-à-dire lorsque les navires de la Fédération de Russie ont commencé à subir les premières attaques de la part de l'Ukraine. De plus, cela s'est reproduit à plusieurs reprises, car à partir de là, la situation pour l'Ukraine a changé de manière radicale et définitive, surtout en ce qui concerne la région d'Odessa. Par conséquent, ce que nous voyons, c'est que ces pertes du côté ukrainien qui se produisent désormais dans cette région en particulier deviennent de plus en plus importantes. Sont-elles effectivement dues aux actions, en fait, de l'Ukraine elle-même? Autrement dit, c'est comme un message que la Russie envoie effectivement de façon massive avec des missiles et des drones. En fait, l'un des objectifs, je dirais indirects, mais qui ont bien été atteints. Ça a été l'hélicoptère Mi-24 qui a été perdu dans la région d'Odessa avec son équipage. Et là, il s'agit de la 12e brigade de l'aviation de l'armée, c'est-à-dire que l'équipage appartenait à cette brigade. Et cela montre vraiment quelque chose d'absolument tragique pour la défense ukrainienne, surtout pour la défense aérienne du pays. Ici, nous sommes là pour analyser en profondeur. Donc, est-ce qu'on pourrait simplement parler de la perte d'un hélicoptère par l'Ukraine? Mais qu'est-ce que cela nous révèle vraiment? Cette perte de l'hélicoptère lors de l'attaque massive de la Fédération de Russie est en fait un événement bien plus tragique.
Et en fait, l'hélicoptère en question a été utilisé comme système de défense aérienne ou comme système anti-drone. C'est en fait l'un des usages habituels que l'Ukraine donne récemment à ses avions et à ses hélicoptères. Ce qui bien sûr les met en grand danger, ce qui bien sûr use énormément la faible capacité aérienne, au sens de l'aviation proprement dite, que le pays possédait. Mais cela nous confronte aussi au fait que l'Ukraine a réellement un sérieux problème avec les systèmes de défense aérienne. En fait, sur ma chaîne privée Telegram, on en parlait justement aujourd'hui, donc celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur le conflit ukrainien directement depuis le terrain, vous êtes plus que bienvenus à rejoindre le groupe en question. Ils perdent cet hélicoptère en essayant de protéger le ciel du pays, et cela arrive parce que la défense aérienne n'arrive pas à suivre. Avec toutes les attaques de la Fédération de Russie qui ont lieu, et les cibles, puisque l'hélicoptère a été une cible indirecte, c'est-à-dire que la Russie n'a probablement pas voulu l'attaquer directement, mais en essayant de repousser l'attaque, il en est finalement devenu la victime. Cependant, ici, il y a d'autres types de cibles, infiniment plus stratégiques. Avez-vous cette carte où deux d'entre eux sont particulièrement indiqués? Les deux se trouvent dans la région d'Odessa et représentent un possible isolement de la partie occidentale d'Odessa. Et c'est presque le début de l'isolement de la partie occidentale de l'Ukraine. Par conséquent, tout ce qui pourrait être lié à cela, c'est-à-dire que la Fédération de Russie attaque en ce moment. Et vous l'avez marqué là-bas, avec les croix correspondantes, les ponts les plus importants d'Odessa. Nous parlions du pont de Zataka, en fait, la semaine dernière, mais cet autre pont en est un autre. Une voie clé vers le sud-ouest de la région d'Odessa, en direction d'Izmaïl, ainsi que vers la frontière avec la Moldavie et la Roumanie. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Russie coupe à l'Ukraine avec cette attaque contre la région d'Odessa ? Et plus précisément contre ce pont qui se trouve près de la localité Mayaki. Je ne sais pas comment il le prononce en ukrainien, en russe on le prononcerait Maïki, ce qui se traduirait par phare, des phares comme ceci, comme le phare de Vigo. Vous savez, eh bien cette localité est absolument clé à cause du pont qui s'y trouve, et en fait c'est essentiellement l'un des ponts qui font la connexion entre l'Ukraine et l'OTAN. Et donc, ils servent à couper l'approvisionnement de ce pays sous forme de cette aide occidentale, qui bien sûr ne vient pas seulement de là. Et la Russie a déjà commencé, comme nous l'avons vu l'autre jour, à attaquer des navires, y compris un navire turc qui se dirigeait effectivement vers le port d'Odessa. Mais en plus, maintenant, elle s'est vraiment lancée dans les attaques terrestres. Des analystes ukrainiens rapportent que la Russie prévoit d'isoler la partie occidentale de la région d'Odessa du reste de l'Ukraine et ainsi de bloquer les exportations via le Danube. L'attention particulière portée à la région d'Odessa a commencé de façon surprenante après ces attaques, je le répète, de vedettes ukrainiennes sans pilote contre la navigation russe en mer Noire. C'est également ce qu'écrivent plusieurs sources ukrainiennes. De cette façon, le sud de l'Ukraine pourrait progressivement se retrouver coupé du monde intérieur à tous les égards. Et cela, en soi, pourrait vraiment représenter une sorte de préparatif de la part de la Fédération de Russie en vue de la future offensive, même OTAN. Et c'est ici que nous arrivons avec la surprise de ces derniers mois. Comme nous avions l'Oresnik il n'y a pas si longtemps, eh bien maintenant nous avons quelque chose comme ça. Comme le Kinzhal terrestre, plusieurs sources ukrainiennes rapportent déjà que cette nouvelle arme est déjà utilisée pour attaquer l'Ukraine. La Russie a attaqué notre pays avec un Kinzhal basé au sol. À quel point cela sera-t-il dangereux pour Kiev, et pas seulement pour Kiev en fait, pas seulement pour la région, ni simplement pour la capitale. Nous parlons ici de choses très sérieuses, n'est-ce pas? Autrement dit, nous parlons d'un missile qui a effectivement des caractéristiques similaires à celles d'un Kinzhal. Et qui, par rapport aux Iskander habituels qu'il utilise généralement, la Fédération de Russie a une portée jusqu'à 2,5 fois supérieure. Aujourd'hui,
Les chaînes de surveillance ukrainiennes ont rapporté que les forces armées russes, lors des attaques nocturnes, ont utilisé pour la première fois une nouvelle version du missile du système Iskander-M qui a été appelé provisoirement Iskander-1000. 1000 parce que la distance de tir supposée du nouveau missile est de 1000 km et qu'il est équipé d'une ogive d'environ 300 kg et cela, en plus, avec une ogive plus légère, c'est-à-dire d'environ 200 kg plus ou moins. Cela pourrait lui donner une portée allant jusqu'à 1300 km. L'ancien Iskander continuera sans aucun doute à être utilisé, mais celui-ci est en quelque sorte la version mise à jour. Il volait sur une distance allant jusqu'à environ 500 km, mais il était équipé d'une ogive d'environ 480 kg. La portée de tir, donc, de cette nouvelle super-arme de la Fédération de Russie a augmenté de 2 à 2 fois et demi. Ce n'est pas seulement ce que les forces armées ukrainiennes devront affronter, mais c'est plutôt seulement le début. Et ici, nous devons citer tout particulièrement les récentes déclarations de la Fédération de Russie dont nous avons parlé. En fait, lors du direct d'hier, nous avons clairement expliqué que la Russie se prépare à une guerre infiniment plus longue. Et, en définitive, même si elle mise sur la diplomatie, elle comprend qu'il y a encore de la guerre pour un bon moment. Et par conséquent, il faut s'assurer d'avoir la capacité systémique de production massive d'armement pour continuer à atteindre les objectifs sur le champ de bataille qui sont, en fin de compte, d'épuiser au maximum les forces armées ukrainiennes.